Toute ma vie durant, j'ai observé une chose, c'est que les humains se disputent toujours. Et pourquoi se disputent-ils? Parce qu'ils font une séparation entre les choses. C'est une séparation qui est maladive et qui s'observe dans tous les domaines. Il semblerait que l'humain ait cette incapacité à prendre deux sujets qui paraissent contraires et à les unir pour pouvoir faire quelque chose de plus intéressant. Partout où l'on devrait voir une ligne de continuité, on découvre une ligne de démarcation qui va séparer deux entités qui auraient pu pourtant bosser ensemble. La plupart vont séparer le corps et l'esprit, la raison et l'émotion, la science et la spiritualité, l'homme et la femme. Par séparation, je désigne un acte compulsif qui va créer une division ontologique. C'est le besoin de classer, de ranger chaque pensée, chaque chose de la vie et chaque individu dans des cases particulières. Cette séparation crée des camps qui, une fois isolés, perdent leur sens et leur utilité globale. Le corps sans esprit devient machine, l'esprit sans corps devient fantôme. La raison sans émotion est stérile, l'émotion sans raison est chaotique. La science sans spiritualité devient aveugle, la spiritualité sans science devient superstition. Et l'homme et la femme, au lieu de s'unir pour créer la vie, s'affrontent comme deux espèces rivales. Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne MLH Orient. Je vais vous parler cette fois-ci de psychologie et de sociologie. On va s'intéresser à un sujet assez important, c'est la division que l'humain applique à toute chose en ce monde qui sépare les individus et qui nous empêche parfois de développer des pensées complexes car on attribue ce qui n'est qu'une pensée à toute une forme d'unité. Sur ma chaîne, on parle de psychologie, philosophie et littérature. Je m'intéresse également à la sociologie, à la criminologie et puis au patrimoine. Et dans tous les cas, si vous vous abonnez, vous allez découvrir un petit peu tous les sujets dont je vais parler. Vous avez tous les liens importants dans la description. Vous avez mon site web avec toutes les informations. J'écris également des livres. Je suis aussi actrice de temps en temps. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et si c'est déjà fait, sachez que je vous tiens tous dans mon cœur. On commence la vidéo tout de suite. Et alors, cette habitude à tout séparer crée pour moi une pensée binaire qui est terriblement dangereuse lorsqu'on se veut sage. Tous les discours vont rapidement devenir incohérents à cause de la séparation. Le savoir va donc rester fragmenté, partiel et faux dans sa prétention à l'universalité. Un intellectuel qui néglige sa santé physique peut passer des nuits à écrire sur la liberté, la conscience, l'éthique, tout en abîmant son corps, à cause du café, du manque de sommeil, de la sédentarité, de l'addiction au travail. Il peut défendre l'idée que l'esprit prime sur la matière sans voir que ce primat est une illusion. Un corps épuisé finit par altérer la pensée elle-même. L'anxiété, la dépression, les troubles cognitifs peuvent surgir et l'intellectuel qui prônait la liberté se retrouve esclave de ces déséquilibres physiologiques. Cet exemple, bien qu'il peut paraître grossier, devrait normalement résumer assez bien ce que j'essaie de communiquer. Toute séparation entre des choses qui sont pourtant compatibles et qui devraient œuvrer ensemble vont créer de la souffrance et de l'abrutissement. La pensée binaire, elle oblige à choisir un camp. On est soit rationnel, soit émotionnel, soit de droite, soit de gauche. Et ce faisant, elle empêche de développer une vision globale et créer des extrêmes. Et Aristote, dans son ouvrage Éthique à Nicomaque, développe la doctrine du juste milieu. Selon lui, la vertu consiste à trouver un équilibre entre deux excès, et un défaut est toujours un excès. La vertu est une disposition à choisir le juste milieu relatif à nous, déterminé par la raison, tel que le déterminerait l'homme prudent. Malheureusement, comme je l'ai dit, avec la pensée binaire, on tombe toujours dans les extrêmes. De plus, l'être humain qui vit dans la séparation va vivre dans un conflit permanent, un déchirement qu'il projette ensuite sur le monde extérieur, comme la guerre des sexes, la guerre des idées ou la guerre des croyances. Ce qui va mener à un malheur collectif. Une société qui valorise la pensée binaire va fabriquer des individus incapables de dialoguer, car le dialogue suppose précisément de ne pas choisir un camp une fois pour toutes. Et c'est oublier que nous ne haïssons pas la chose elle-même, mais seulement la projection que nous en avons faite. Cette séparation n'est pas une simple erreur de jugement, c'est une pathologie. Une pathologie de la perception qui nous empêche de comprendre pleinement le monde. Elle est la racine du malheur, de la solitude et de la polarisation sociale. Mais alors comment se peut-il que même les individus intelligents ont tendance à faire cette séparation entre toutes choses? La première chose à comprendre, c'est la séparation par la peur. Nous ne haïssons ni ne méprisons, ni n'idolâtrons jamais la chose en elle-même, mais uniquement l'image que nous projetons sur elle. Et ça, c'est une image née de nos blessures passées, de nos peurs ou de nos conditionnements éducatifs ou culturels. Cette projection devient dès lors un voile qui va nous séparer de la réalité et nous en donner une interprétation. Prenons un exemple simple. Si depuis l'enfance, les hommes ont été pour vous source de menaces, violences, abandon, domination, vous continuerez à les percevoir comme tels, dangereux, imprévisibles et des ennemis potentiels.
Inversement, si les hommes de votre entourage ont incarné le confort, la protection, la tendresse, vous les aurez chéris, voire idéalisés comme vos sauveurs. Et il en va exactement de même pour les femmes. Une mère ou une figure féminine blessante va projeter sur tout le genre féminin l'ombre de la trahison et de la manipulation, alors qu'une présence aimante qui vous a toujours soutenu va transformer les autres femmes en vos alliés. Dans les deux cas, ce n'est pas l'homme ou la femme que l'on juge, mais la projection due à une expérience passée. Donc toute forme de jugement va être due à des interprétations qui viennent, elles, de nos expériences passées, de nos traumatismes. Et par exemple, il y a des personnes qui vont être de gauche et détester profondément les personnes de droite. Mais si elles rencontraient une personne qui était de droite sans savoir qu'elle était de droite, et que cette personne, elle était gentille, aimante, qu'elle soutenait sa famille, qu'elle était tendre avec eux, elle n'aurait pas du tout le jugement aigri et violent qu'elle aurait pu avoir si elle avait su que cette personne était de droite au préalable. Et c'est là que je veux dire qu'on est souvent dans un rapport illusoire. A l'inverse, quelqu'un qui est de gauche comme elle, mais qui va moins bien la traiter que la personne de droite, si elle a conscience qu'elle est de gauche, elle va naturellement lui laisser passer beaucoup plus de choses, quitte à se faire maltraiter simplement parce qu'elle est de gauche. Donc comme elle. Et ceux qui jugent la spiritualité avec un mépris viscéral ont sûrement eu une image négative. Ils perçoivent la magicienne folle, aux cheveux en bataille, la sorcière manipulatrice, le superstitieux égaré. Ils va l'attribuer à des rituels absurdes et des gourous charlatans qui vont exploiter la naïveté de leurs victimes. Et pourtant, ces caricatures ne décrivent pas la spiritualité en soi. La spiritualité, de base, c'est la quête de sens, l'ouverture au mystère, la connexion au plus grand que soi. De la même manière, ceux qui jugent les intellectuels font aussi une forme de projection. Ils projettent probablement le cliché de l'intello maigre à lunettes, reclus, asocial, aigri, qui théorise dans le vide, incapable de vivre ou d'aimer. Là encore, ce n'est pas l'intellectuel en tant que tel que vous rejetez, mais l'image que vous avez de l'intellectuel. La projection est donc l'origine de la pensée binaire, car elle sépare radicalement le moi de l'autre, le bon du mauvais, en externalisant les croyances qui sont souvent biaisées. Il en va de même pour ceux qui éprouvent du dédain envers ceux qui regardent des animés. Ceux-là se sont peut-être forgé une image terrifiante nourrie par quelques vidéos virales sur les réseaux et ont associé les animés au geek obèse et malodorant cloîtré dans sa chambre, entouré de figurines et de poubelles. C'est la sociale qui ne se lave pas, qui parle seule à ses posters, obsédée par des personnages juvéniles. Dans ces circonstances, si vous n'avez vu ou observé que cela, vous allez porter un jugement négatif sur les personnes qui regardent des animés. Mais en vérité, la réalité est bien plus nuancée. Il existe une multitude de fans d'animés qui sont sportifs, accomplis, propres sur eux, charismatiques et socialement épanouis. Certains athlètes professionnels, footballeurs et basketteurs, même des combattants de MMA, citent ouvertement Naruto, Dragon Ball Z, One Piece, Jujutsu Kaisen ou Baki. Ainsi, si votre croyance est biaisée, vous allez sûrement réagir de cette manière. Ah non, moi je ne regarde pas d'animé, je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais cela veut dire que vous craignez que l'on vous catégorise dans cette communauté. Ce que vous voulez vraiment dire au fond, c'est « Ah non, je ne fais pas partie de ceux qui ne se lavent pas, qui restent enfermés toute la journée, qui puent, qui n'ont aucune vie sociale et qui fantasment sur des petites filles. » Vous rejetez non pas l'animé en soi, qui est un art narratif souvent riche, émotionnel et philosophique, mais la projection grotesque que vous en avez faite. Projection qui masque votre peur de l'isolement, de la vulnérabilité ou de l'immaturité que vous redoutez. Il faut savoir que ce mécanisme s'applique à tout. Même les pauvres ne veulent pas ressembler aux riches à cause d'un certain système de valeurs dont Nietzsche parle assez bien, mais ensuite il y a également les riches qui ne veulent surtout pas être associés aux pauvres car ils ont un autre système de valeurs. Le besoin de séparation vient généralement d'une peur, d'une fuite, car on ne veut pas être associé à un certain groupe d'individus, on ne veut pas être associé à un certain type de comportement. Nous érigeons un mur entre moi et cela, cette chose, ce groupe, ce trait, afin d'éviter toute contamination. Ne pas marquer de délimitation nette donne l'impression que l'on prend le risque de les comprendre, et comprendre signifie inconsciemment risquer de devenir comme eux. Et si vous les avez déjà jugés indignes, sales, faibles, immatures ou dangereux, vous ne pourrez pas vous approcher d'eux, car sinon cela serait vous abîmer. Cette séparation n'est donc pas neutre ni objective, c'est une séparation qui est faite pour pouvoir vous protéger, entre guillemets, et protéger votre identité. Certaines personnes construisent leur identité par stratégie défensive. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas définir ce qu'ils sont, ils vont se définir par ce qu'ils ne sont pas. Mais cette estime de soi par opposition est malsaine, car elle exige un ennemi permanent, un autre caricatural sur lequel projeter l'ombre, et elle s'effondre dès que la réalité contredit la caricature. Ici, on peut prendre l'exemple d'une personne de gauche. Elle dit détester les personnes de droite, mais pourquoi ? Simplement parce qu'elle a pensé que les personnes de droite étaient fermées d'esprit ou racistes, ce genre de choses. Elle dit qu'elle n'est pas raciste, et elle se dit qu'elle est ouverte d'esprit. En vérité, elle ne l'est pas. Mais là n'est pas la question.
parce que du coup, elle va projeter par peur tout ce qu'elle ne veut pas être ou qu'elle ne veut pas être perçue comme telle. Et à partir de là, elle va rejeter profondément toutes les personnes de droite, simplement parce qu'en vérité, elle rejette toutes les personnes qui sont fermées d'esprit ou racistes. Mais ensuite, il y a une deuxième forme de séparation, la séparation qui est liée à la jalousie. Dans certains cas, le rejet ne vient pas seulement d'une attribution à des traits négatifs que l'on fuit, mais à un ressentiment plus profond teinté de jalousie. Ici, la séparation va permettre de maintenir un équilibre et d'éliminer une menace perçue. Un exemple éclairant, c'est souvent le rejet de la beauté physique, qui est souvent disqualifié comme superficialité. Cette disqualification n'est pas toujours objective, mais elle masque une envie inconsciente. Des études en psychologie évolutionniste et sociale montrent que face à une personne très attirante, surtout une rivale intrasexuelle pour les femmes, l'envie surgit fréquemment parce que la beauté représente un avantage reproductif et social majeur. Elle attire plus facilement les partenaires, les opportunités et l'attention positive. Pour atténuer cette douleur comparative, l'esprit va opérer une déviation. On attribue à la personne belle des défauts compensatoires comme la superficialité, la vanité, le manque de profondeur ou l'immaturité, afin de rétablir un équilibre subjectif. Ainsi, la femme qui se sent en danger peut se dire « oui, elle est belle, mais elle est peut-être pas très intelligente ». Ce mécanisme est documenté sous plusieurs formes. L'envie malveillante, qui pousse à dévaloriser l'autre quand on perçoit son avantage comme immérité ou hors de portée. Elle n'est belle que parce qu'elle est maquillée, par exemple. Et des recherches montrent que chez les femmes, les comparaisons ascendantes en apparence physique déclenchent de l'envie qui médiatise ensuite des actes indirects d'agression sociale, comme le gossip ou l'exclusion pour diminuer la valeur perçue. Ensuite, il y a le sour grape effect, donc l'effet de raisin vert. Quand on ne peut atteindre quelque chose de désirable, ici la beauté ou ses bénéfices, on va dévaloriser cognitivement pour réduire la dissonance. On va dire « de toute façon être beau rend superficiel » ou « être riche ne rend pas heureux ». Cette attribution n'est pas toujours consciente et elle n'est pas toujours purement malveillante, même si le résultat est malveillant. Elle naît souvent d'un sentiment d'injustice, pourquoi lui et pas moi. En attribuant la beauté à la superficialité, on transforme une qualité enviable en défaut moral, ce qui protège l'estime de soi fragile. Mais ce faisant, on renforce la séparation. Si on coupe la beauté de sa dimension neutre ou positive, symétrie, santé, harmonie, simple expression de la vie, pour la réduire à un vice, on va rater l'occasion de l'admirer, ou même de s'en inspirer. Si une personne émet un jugement négatif sur la beauté, elle va donc tout faire, consciemment ou inconsciemment, pour s'en éloigner. Cette personne-là va donc s'enlaidir inconsciemment. Ce qui va aggraver le processus, car une fois plus laide, elle va être d'autant plus jalouse, et ainsi de suite. À partir de ce moment-là, les personnes vont s'enfermer dans une croyance limitante qui les blesse elles, mais qui va également blesser les autres. Et une personne qui nourrit du mépris pour les gens aisés se condamne à demeurer pauvre, car ayant fait de la richesse une faute morale, elle en vient par souci de vertu à fuir l'argent. En résumé, quand le rejet vient du ressentiment ou de la jalousie, vous allez vous condamner vous-même, mais aussi condamner les autres. Cela va maintenir une estime de soi fondée sur la négation plutôt que sur l'affirmation. Au lieu de construire une vie affirmative où on dit oui à soi et oui à la vie, on vit par opposition. On dit non à l'autre, non à ce qui pourrait m'inspirer. Cette inversion des valeurs, qui a triomphé historiquement, alimente une estime de soi par le rejet permanent, exactement comme nous l'observons dans nos jugements quotidiens. Ces personnes-là vont se sentir supérieures non pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles ne sont pas. Donc parfois, ce besoin maladif de séparation n'est qu'une forme atténuée de la révolte des esclaves. Cela va protéger votre identité fragile, mais au prix d'une vie appauvrie, une vie appauvrie en tout. Reconnaître ce mécanisme pourrait transformer l'envie en inspiration. Ce que je viens de vous exprimer là ne sont que deux grandes sources des origines de la séparation. Je ne pourrai pas toutes les explorer dans cette vidéo, mais j'espère déjà qu'elle vous permettra de comprendre certains mécanismes, que ce soit envers les autres ou envers vous-même, qui peuvent vous influencer ou influencer les autres négativement. Ensuite, nous allons maintenant voir quelles sont les conséquences de la séparation. La séparation produit des effets délétères à tous les niveaux. Il ne s'agit pas d'une corrélation vague, mais d'un enchaînement causal. Dès que l'on fragmente ce qui est intrinsèquement lié, on va altérer les conditions même de la cohérence et toute structure va tendre vers la désorganisation. L'individu qui adopte une pensée séparative va être en contradiction en permanence. L'être humain n'est pas une juxtaposition de fonctions indépendantes. Le corps et l'esprit ne sont pas des entités séparées. Les dissocier conceptuellement conduit inévitablement à les désynchroniser. Ainsi, celui qui valorise la raison au détriment de l'émotion ne supprime pas l'émotion, il la refoule. Or, toute émotion refoulée ne disparaît pas et réapparaît sous des formes dégradées.
A l'inverse, celui qui favorise l'émotion au détriment de la raison devient dépendant de ces fluctuations, incapable de stabilité. Une fonction isolée tend à se dérégler car elle n'est plus régulée par les autres. La raison sans émotion n'a pas d'empathie, l'émotion sans raison perd son cadre. La séparation entre le corps et l'esprit produit une illusion de maîtrise qui se retourne contre le sujet. L'individu croit pouvoir penser indépendamment de ses conditions biologiques, mais cette négligence dégrade les supports de la pensée. La clarté mentale, la mémoire, la capacité d'attention dépendent directement de l'état physique de la personne. Et ce qui se joue à l'échelle individuelle a des conséquences énormes à l'échelle de la société. Car une société n'est rien d'autre qu'un réseau d'individus. Si ceux-ci sont structurés par la séparation, leurs interactions le seront également. Et la polarisation politique en est une conséquence directe. Lorsque la pensée devient binaire, le débat cesse d'être une recherche pour le bien commun. Ça devient seulement un affrontement identitaire. Les idées ne sont plus évaluées pour ce qu'elles sont ou leur validité, mais pour leur appartenance. Accepter une proposition, même incroyable, devient impossible si elle est de l'autre camp, car cela serait une trahison symbolique. Dans ces conditions, le dialogue est impossible, car dialoguer suppose de pouvoir intégrer partiellement la position adverse et donc perdre son identité. Or, la pensée séparative rend cette intégration inconcevable. Et ce phénomène est renforcé par toutes les structures contemporaines, les algorithmes notamment. Les systèmes de diffusion d'informations privilégient les contenus polarisants car ils génèrent davantage de réactions, et la séparation devient systémique. La guerre des sexes procède du même mécanisme. L'homme et la femme, au lieu d'être pensés comme des pôles complémentaires du même processus vital, sont essentialisés en entités opposées. Chacun projette sur l'autre ses frustrations, ses blessures et ses attentes. Ce conflit n'est pas inhérent à la différence des sexes, mais à la manière dont cette différence est interprétée à travers une grille binaire. À l'ère numérique, la guerre des sexes ne naît plus d'expériences vécues mais d'images répétées. Les contenus les plus extrêmes deviennent les plus visibles et finissent par répétition à être perçus comme représentatifs. Ainsi, de nombreux hommes sont exposés de manière disproportionnée à des figures caricaturales du féminisme, des femmes en colère, aux discours outranciers, aux propos méprisants ou excessifs. Ces figures existent mais elles sont marginales, pourtant, à force d'exposition, elles deviennent la norme perçue. Dès lors, ce n'est plus la pensée que l'on critique, mais la caricature que l'on a observée et qu'on a attribuée à cette pensée. Symétriquement, de nombreuses femmes sont exposées à des figures masculines hyperboliques incarnant une vision brutale, cynique ou dominatrice des rapports humains. Des personnalités comme Andrew Tate deviennent dans l'imaginaire collectif des archétypes du masculin. Là encore, il ne s'agit pas de nier leur existence, mais de constater leur surreprésentation. Il existe à côté de cela des hommes qui sont parfaitement équilibrés et sains. Dans les deux cas, le mécanisme est identique. Une minorité visible devient une majorité perçue. Chaque contenu consommé va renforcer la croyance initiale, car le but d'un algorithme c'est de vous plaire, et si vous interagissez avec un certain type de contenu, c'est ce qu'on va vous présenter. Cela va créer une impression de cohérence. Vous allez vous dire « je le savais ». Or, cette cohérence est illusoire, et elle repose sur une sélection unilatérale de preuves. L'individu ne cherche donc plus à comprendre, mais à valider ce qu'il croit déjà. À partir de là, les frustrations personnelles, les blessures du passé, les insécurités vont trouver un support sur lequel se fixer. Et l'autre sexe ne devient plus un ensemble d'individus singuliers, mais une entité abstraite homogène. Ce glissement altère la possibilité même de la compréhension. Dès lors, l'interprétation précède l'expérience, et toute discussion est biaisée. Et ce qui rend ce phénomène particulièrement insidieux, c'est qu'il donne l'impression qu'on est lucide. L'individu a le sentiment de voir clair, que c'est évident. Il pense connaître la vérité sur les hommes ou sur les femmes. En réalité, il ne voit pas plus clairement, mais avec plus de certitude. Dès lors, des individus qui auraient pu se comprendre, s'apprécier, voire s'aimer, se rejettent mutuellement sur la base de représentations qu'ils n'ont jamais interrogées. Ce conflit n'est pas tant une opposition entre hommes et femmes, mais une opposition entre des imaginaires déformés. Et tant que ces imaginaires ne seront pas reconnus comme tels, la séparation continuera de se nourrir d'elle-même. De plus, l'éducation moderne, à l'école, valorise la prise de décision rapide. On n'encourage pas à la compréhension nuancée, et cela participe à la rigidification des esprits. Former des individus capables de penser correctement exige de leur apprendre à tolérer la complexité, l'ambiguïté, l'incertitude. Mais un élève est encouragé à répéter, non à questionner. Enfin, dans le domaine de la santé, la séparation produit des inefficacités. Traiter le corps indépendamment de l'esprit ou inversement retient à intervenir sur un système en ignorant ses boucles de rétroaction. Une pathologie chronique implique toujours des facteurs multiples, biologiques, psychologiques et environnementaux. Les isoler, c'est se condamner à des traitements partiels, donc insuffisants. La division entre droite et gauche, pauvre et riche, n'est pas forcément stupide en soi.
Toute pensée a besoin de certaines distinctions pour pouvoir se repérer dans ses arguments. Mais ce qui était à l'origine des catégories analytiques devient sous l'effet de la pensée binaire des identités closes. On ne décrit plus des positions, on fabrique des camps. Et ces camps, une fois constitués, exigent une loyauté sectaire. Ainsi, l'individu qui a choisi son camp n'examine plus une idée pour ce qu'elle est, mais pour l'endroit d'où elle provient. Une proposition n'est pas jugée selon sa cohérence ou son efficacité, mais selon son appartenance symbolique. Une idée qui pourrait sauver le monde, mais qui est dite venant de droite, sera immédiatement éliminée. Dès lors, accepter une idée pertinente est rejetée si elle émane du camp opposé, et une idée même absurde est acceptée si elle vient du sien. La pensée n'est plus du tout orientée vers le bien commun, mais seulement vers la cohérence identitaire. L'individu croit penser, mais il défend. Il croit analyser, mais il protège seulement son appartenance. Et son appartenance ne repose pas sur de véritables valeurs, comme il le croit, mais sur sa séparation avec les autres, à cause de ses préjugés. La division entre riches et pauvres obéit à la même logique, mais avec une charge émotionnelle plus intense encore. Le riche devient une figure abstraite, souvent réduite à la domination, à l'égoïsme, à l'exploitation des pauvres. Le pauvre, à l'inverse, est idéalisé comme victime ou méprisé comme un responsable de sa condition par les riches. Dans les deux cas, la complexité disparaît. Or, la réalité est irréductiblement nuancée. Il existe des individus fortunés, animés d'une véritable éthique, comme il existe des individus pauvres, capables de comportements abominables et inversement. Mais la pensée séparative ne tolère pas cette ambiguïté. Elle exige des figures claires et moralement lisibles. Et elle simplifie pour pouvoir juger rapidement. Malheureusement, cette simplification déshumanise. Car ce qui disparaît réellement dans ces catégories, c'est l'humain. L'humain est complexe. Et le pire, c'est que chaque humain agit toujours pour le bien, ou ce qu'il perçoit comme tel. Nous sommes finalement tous animés, ou majoritairement tous animés par la même ambition. Chacun se perçoit du côté du bien, de la justice, de la rationalité. L'autre nécessairement incarne l'erreur, voire la malveillance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres aussi pensent être dans le juste. Cette asymétrie morale nous empêche toute remise en question. Mais nous devrions demander pourquoi l'autre camp pense être dans le bien. Nous devrions écouter ses justifications. Et nous devrions, en échange, lui donner les nôtres et voir s'il y a une entente commune possible. Mais pour faire cela, il faudra être capable de ne pas nous radicaliser, de ne pas choisir un camp définitivement ou de porter un jugement inapproprié sur les choses sans nous remettre en question. Il faudrait être capable de nuance et de lucidité. Réduire des individus à des catégories revient à leur enlever leur humanité, leur complexité. Ces distinctions, utiles à petite dose, deviennent rapidement toxiques. Les différences sont réelles et parfois irréconciliables. Mais il s'agit de réintroduire au cœur même du désaccord une évidence simple et pourtant oubliée. Chaque individu a une conscience, un vécu et une singularité qui sont à l'origine de ses opinions. Vous seriez surpris si vous essayiez de vous intéresser à la personne pour ce qu'elle est et non pour le camp auquel vous croyez qu'elle appartient. Et je terminerai sur un petit détail. Le mot grec diabolos, diable, il signifie littéralement celui qui divise, qui calomnie, qui coupe le lien. Satan, c'est le diviseur, l'accusateur, l'adversaire en hébreu. Ainsi, ce n'est pas qu'un personnage cornu, c'est le principe même de la discorde. Dieu, en revanche, est le principe d'unité qui fait vivre. Toute dichotomie forcée, toute animosité, toute séparation conduit à la mort. Je crois en Dieu, je ne suis pas chrétienne, mais comme je suis ouverte d'esprit, je m'intéresse à toutes les religions. J'ai lu le Coran, la Torah et la Bible. Et en lisant la Bible, j'ai trouvé ceci. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. L'histoire humaine, l'esclavage, les génocides, les guerres de religion n'est que le résultat de la séparation. On sépare nous et eux. Et la science confirme mon intuition. La théorie endosymbiotique de Lynn Margulis démontre que les cellules eucaryotes, celles qui composent tous les êtres complexes, dont l'humain, sont nées d'une fusion et non d'une lutte. Les mitochondries et les chloroplastes étaient autrefois des bactéries libres. Elles ont été avalées par une autre cellule, mais au lieu de se détruire mutuellement, elles ont choisi la coopération. Margulis va plus loin. L'évolution n'est pas la survie du plus fort, donc la séparation compétitive, elle est une coévolution symbiotique. La séparation, donc la concurrence sans lien, mène à l'extinction. L'union des différences crée la complexité et la vie. Que font deux humains pour pouvoir en créer un autre? Ils s'unissent. Hannah Arendt parlait de la banalité du mal. Le mal n'est pas spectaculaire, il est administratif. Il classe, il sépare. Vous pouvez le voir même lors des fêtes à table, vous avez sûrement eu le malheur de discuter de politique. Et dès lors, en quelques instants, on peut passer de « nous sommes une famille » à « tu es l'ennemi parce que tu penses différemment ». Le Shankara enseigne que la souffrance naît de la dualité. L'illusion projette le monde comme une multiplicité séparée, alors que la réalité ultime est une non-dualité. Brahman est l'un sans second.
Le diable ici n'est donc pas une identité personnelle, mais l'ignorance qui fait croire à la séparation du soi et du tout. L'éveil n'est pas une conquête, mais une reconnaissance. Dès lors, si vous aviez des avis qui vous paraissaient pertinents, n'hésitez pas à les remettre en question, à aller lire ou vous intéresser à des personnes qui justifient de manière intéressante et éthique pourquoi elles pensent ainsi. N'allez pas voir les personnalités extrêmes qui s'expliquent très mal et qui ont tendance à mal représenter leurs pensées. Par exemple, si vous avez des préjugés sur les musulmans, n'hésitez pas à aller voir des vidéos d'imams très sages ou de personnes qui sont différentes et qui comprennent très bien cette religion et qui disent les choses correctement, plutôt que d'aller voir des extrémistes qui vont dire n'importe quoi sur les réseaux pour faire parler ou parce qu'ils ont été mal éduqués et qu'ils n'ont même pas lu le Coran. Si jamais vous avez un a priori, n'hésitez pas à aller confronter vos croyances et à vous intéresser réellement à la chose comme si vous étiez en accord avec celle-ci et peut-être vous allez découvrir certaines choses que vous n'auriez jamais pu croire possibles. Vos jugements vont donc devenir plus lucides et plus complets. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre plus sur vous-même, sur les autres et sur ce mécanisme de séparation qui est pour moi regrettable. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!